Hello and welcome to another episode of India and Global. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Larry Johnson. Larry est commentateur politique et ancien analyste à la Central Intelligence Agency. Il écrit sur sa page Substack, dont le lien se trouve dans la description ci-dessous. Larry, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. J'imagine que je n'ai pas épuisé mon accueil, hein? Bien sûr que non. Je voulais discuter du sommet États-Unis-Russie en Alaska. US-Russia summit at Alaska. And it's not bad that I got to Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir pu en discuter avec vous quelques heures avant d'obtenir certains détails, car il arrive parfois qu'une fois le sommet terminé, les gros titres et le sensationnalisme occultent en quelque sorte certains aspects plus profonds qui se cachent derrière l'événement. Donc, si vous pouviez commencer par « Quelle est la signification de ce sommet ?» Il s'agit d'un sommet de très haut niveau. Il ne réunit pas seulement les présidents des deux pays, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le ministre des Finances de Russie, ainsi que leurs homologues américains, le secrétaire d'État Scott Payson, le vice-président J.D. Vance et le secrétaire à la Défense Mark Rubio. Et il est important de noter que ce sommet porte fondamentalement sur l'Ukraine, même s'il pourrait y avoir d'autres sujets abordés. Mais le président ukrainien est absent de ces discussions. Donc si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs quelle est la portée à long terme de ce sommet. Eh bien, examinons les deux issues extrêmes possibles. À une extrémité, ils se rencontrent, et en 5 minutes, Poutine et Trump se crient dessus et Trump quitte la pièce en claquant la porte. Ils ne poursuivent même pas avec le petit déjeuner de travail qu'ils avaient annoncé. Ce sera en fait un déjeuner de travail, et ils n'ont pas les réunions de groupe avec les délégations. Les discussions s'effondrent. Un désastre total et absolu. Je ne pense pas que ce soit probable, mais commençons par cette possibilité. À l'autre extrémité, ils arrivent et élaborent un accord dans lequel la Russie accepte de mettre en œuvre immédiatement un cessez-le-feu et de rendre les territoires qu'elle occupe en Ukraine. Eh bien, cela non plus n'arrivera pas. D'accord. Donc ce qui va se passer se situera quelque part entre ces deux extrêmes. Commençons donc par ce que nous avons observé en amont. Du côté des États-Unis, il semblerait qu'il n'y ait eu pratiquement aucune préparation pour le sommet. Tout a été bricolé à la dernière minute et tout le monde s'agite dans tous les sens. Trump a menacé en disant « Oh là là, il va y avoir des sanctions vraiment sévères contre la Russie ». Que peut-il faire? Je veux dire, il n'a plus vraiment de cartes à jouer de ce côté-là. Du côté russe, en revanche, ce que nous avons vu hier, c'est Vladimir Poutine réunir 21 de ses principaux conseillers en politique étrangère et en économie. Fait intéressant, la communauté du renseignement était également fortement représentée. Mais ce qui était intéressant, c'est que seul le général Gerasimov et le ministre de la Défense, Andrei Belousov, étaient présents. C'étaient les deux seuls à avoir une quelconque compétence. En fait, Gerasimov est le seul dans ce groupe à avoir vraiment la confiance nécessaire pour parler de la situation militaire en Ukraine. Donc dès le départ, voilà Poutine qui indique que cela a très peu à voir avec la situation militaire en Ukraine. Parce qu'en réalité, la Russie maîtrise bien la situation, elle est en train de gagner. Et il n'y a rien que l'Occident puisse faire pour inverser cela. Ensuite, quand on réalise qu'ils n'ont annoncé la tenue du sommet en Alaska que lundi de cette semaine, mais qu'on voit déjà toutes les préparations en place à la base aérienne d'Elmendorf, ils avaient déjà installé un centre média.
Un centre médiatique doté de lieux où les gens pouvaient dormir, ce qui signifie qu'il y a de la nourriture, qu'il y a toute une logistique impliquée. Ce que je suggère, c'est que cette opération est en réalité en préparation depuis bien plus de 5 jours. Et beaucoup des déclarations publiques de Trump, qui semblaient redonner espoir à l'Ukraine et mettre la Russie dans la ligne de mire, je dirais qu'elles ont été une distraction délibérée, une manœuvre de diversion. Et pourquoi ferait-il cela? Eh bien, s'il avait ouvertement déclaré « Vous savez quoi? Nous prévoyons de vraiment renouer avec la Russie sur un large éventail de questions économiques qui seraient principalement bénéfiques aux États-Unis, mais aussi à la Russie », cela aurait déclenché des cris d'indignation de la part du Congrès et des néoconservateurs. Maintenant, ils vont quand même être indignés. Mais une fois que l'accord sera conclu, ou une fois qu'il aura été annoncé et mis en place, il sera difficile de revenir en arrière. Regardez maintenant la délégation américaine. Il n'y a pas un seul militaire dans la délégation. Pas un seul. Vous avez J.D. Vance, Marco Rubio comme secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale, Scott Bessent. Tiens, pourquoi Scott Bessent est-il là? Il est secrétaire au Trésor. Ah, les sanctions. La plupart des sanctions contre la Russie viennent du département du Trésor. Et en fait, l'un des éléments intéressants qui a émergé ces derniers jours, c'est la façon dont ce gouvernement américain s'est empressé de lever certaines sanctions pour que des journalistes russes puissent obtenir leurs accréditations, leurs visas et assister à cette conférence. Ensuite, vous avez entendu Trump dire qu'il y aurait une réunion de suivi. Et la réunion de suivi inclura Zelensky, sauf qu'on nous dit aussi qu'elle aura lieu en Russie, on ne sait pas encore où, mais potentiellement à Sochi, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. KED Tour. Pensez-vous que Zelensky va aller en Russie? Non, cela n'arrivera pas. Il y a donc évidemment des discussions, vous savez, parce qu'il existe des domaines où les États-Unis coopèrent. Le programme spatial, nous avons déjà un historique en la matière. En fait, ces derniers mois, il y a eu une visite des Russes à la NASA, ce qui avait été interrompu il y a 2 ou 3 ans. Il y a la possibilité de construire un pont ou un tunnel reliant l'Alaska à la Russie comme passerelle économique, des coentreprises dans l'Arctique, le contrôle des armements, revenir, même si c'est Donald Trump qui s'est retiré du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2018, peut-être remettre cela sur la table, maintenir le traité START en vigueur. Et les États-Unis sont très motivés à ce sujet parce que la Russie déploie actuellement toute une série d'armes qui surpassent tout ce que possède l'arsenal américain, y compris un nouveau missile de croisière à propulsion nucléaire capable de transporter une ogive nucléaire. Donc vous savez, je pense qu'après la rencontre entre Poutine et Trump, puis la réunion de groupe, il n'y aura probablement pas de progrès significatif sur la question ukrainienne. Car pour qu'il y ait des avancées sur l'Ukraine, comme la Russie l'a clairement indiqué, il revient aux Ukrainiens de se soumettre aux Russes. Les Russes ont fait des propositions, ils attendent la réaction de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont vraiment aucun rôle à jouer là-dedans. Mais dans toute une série d'autres domaines, en particulier la coopération économique et diplomatique, le potentiel d'un accord, ou au moins d'un accord sur revoir et approfondir ces questions. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Du côté américain, il n'est pas très clair ce qu'ils veulent, tandis que du côté russe, ils sont extrêmement clairs. Pour nos téléspectateurs, il s'agit des 20% du territoire qu'ils contrôlent. Ils sont très clairs à ce sujet. Ils n'ont pas l'intention de l'abandonner. Mais la question plus large, c'est qu'ils veulent une renégociation du cadre de sécurité en Eurasie, ce qui inclut bien sûr un recul de l'OTAN, mais aussi tout le déploiement de ces missiles, etc.,
ce qui concerne également certains de ces traités, les traités sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et START, potentiellement. Et puis il y a la question que j'aimerais aborder avec vous, de savoir si le président Poutine accepterait même de parler avec le président Zelensky ou s'il souhaite un changement de régime. Je voudrais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais du côté de Washington, il semble qu'il y ait une confusion totale. D'un côté, ils disent qu'ils imposeraient de nouvelles sanctions si les discussions ne se passent pas bien. D'un autre côté, ils affirment qu'il s'agit d'un exercice d'écoute. D'un côté, ils disent vouloir aller au-delà de l'Ukraine et discuter éventuellement de ces traités de défense. D'un autre côté, ils ont aussi présenté cela comme étant principalement centré sur l'Ukraine. Donc ma question pour vous est la suivante. Qu'attend Washington de la Russie en ce qui concerne l'Ukraine? Je ne sais pas. Je veux dire, vous avez effectivement souligné qu'ils ont adopté à peu près toutes les positions possibles, sauf nous allons livrer toute l'Ukraine à la Russie. Je veux dire, vous savez, Trump a tenu les propos les plus contradictoires, tout comme d'autres membres de son équipe. Donc cela me pousse à croire qu'une grande partie de tout cela maintenant, si on considérait cela indépendamment des préparatifs, de la planification préalable qui est maintenant clairement en cours pour le sommet. Si nous ne savions pas qu'il y avait une planification préalable pour le sommet, en nous basant sur ces déclarations contradictoires de Donald Trump, je dirais d'emblée qu'il n'y a aucun espoir de succès. Ils ne sont pas sérieux. Ça va être un fiasco. Je pense maintenant, et je sais qu'Alex Kranor a tenu ce genre de propos, qu'il s'agit peut-être d'une diversion délibérée de la part de Trump. Car tu as raison, tu as parfaitement raison de souligner. Quelle est donc la position des États-Unis? La position russe est très claire. Ils ont 5 anciens oblasts d'Ukraine qui sont désormais considérés comme faisant partie de la Russie. La Crimée, Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Luhansk. Il n'y a aucun moyen. Vladimir Poutine, même s'il le voulait, n'a pas le pouvoir ni l'autorité de les rendre à l'Ukraine comme Wolf-Arusisation, une action Douma, le Parlement russe. Donc cela n'arrivera pas. Poutine est dans une position où il pourrait proposer de se retirer ou de mettre en place un gel dans les autres oblasts qui ne sont pas encore revendiqués comme faisant partie de la Russie, en particulier Dnipropetrovsk, Soumy et Kharkiv. Il pourrait dire « D'accord, nous pouvons arrêter ou même retirer nos troupes de là, mais seulement à condition que l'Ukraine fasse de même et retire ses troupes. » Ainsi, la Russie ne rendrait aucun de ses territoires actuels, mais pourrait céder une partie des territoires qu'elle a commencé à occuper. L'Ukraine doit être définitivement exclue de l'OTAN, ce qui signifie plus aucun contact avec l'OTAN, aucune participation aux exercices de l'OTAN et l'expulsion de l'OTAN d'Ukraine. C'est une autre exigence inflexible de la Russie. Cela ne disparaîtra pas. Donc toutes ces demandes, Poutine les a d'abord exposées il y a un an, en juin, le 14 juin, je crois, en 2023. Et si quelque chose a changé, c'est que la Russie est devenue un peu plus dure, exigeant la reconnaissance internationale de ces provinces. Donc alors que nous savons ce que veulent les Russes, les États-Unis sont restés très opaques. Je pense que ce que la Russie aimerait voir de la part des États-Unis, c'est un engagement à cesser de fournir des renseignements et du matériel à l'Ukraine. S'ils le font, alors la capacité de l'Ukraine à poursuivre cette guerre prendra fin. Oui. Concernant la question territoriale, le président Trump a déclaré qu'il ne le ferait pas. Il y a également des informations selon lesquelles il aurait dit aux dirigeants européens, après que ces derniers lui ont demandé de ne rien faire qui puisse compromettre les intérêts de l'Ukraine, qu'il n'était pas intéressé par l'Ukraine, que la décision concernant les échanges de territoires
devaient être prises par le président Poutine et le président Zelensky. Cela m'amène également à ce futur sommet que le président Trump a proposé en Russie, qui inclurait le président Zelensky ainsi que des dirigeants européens. Ma question est la suivante. La Russie considérerait-elle Zelensky comme un représentant légitime pour mener ces discussions, ou s'intéresse-t-il à un changement de régime? Oui, en fait, la Russie ne reconnaît plus Zelensky comme un dirigeant élu légitime, parce que son mandat est terminé. Il a déclaré la loi martiale et s'est proclamé dirigeant en exercice sans justification législative. Donc Poutine en particulier, mais aussi Lavrov et le reste du ministère des Affaires étrangères, sont très attachés aux lois et aux accords. Ils les respectent. Et donc, vous savez, Poutine accepterait sans doute de parler à Zelensky, mais il n'y a rien que Zelensky puisse dire, faire ou promettre qui serait considéré par la Russie comme un engagement légitime de l'Ukraine à quoi que ce soit. Tant que les Ukrainiens n'auront pas suivi leur constitution et qu'un successeur à Zelensky n'aura pas été désigné conformément à celle-ci, il n'y aura pas de dialogue réellement efficace. La délégation russe dirigée par Medinsky, qui a rencontré Umarov du côté ukrainien, a tenu sa 3e série de réunions à Istanbul il y a environ 3 semaines. Les Russes souhaitent poursuivre ce processus et attendent que les Ukrainiens, donc ils vont traiter avec l'Ukraine. La question ukrainienne sera traitée comme un problème bilatéral entre la Russie et l'Ukraine. Ils ne vont pas laisser les États-Unis s'immiscer pour jouer les médiateurs. Poutine dit « Nous avons déjà essayé. Nous avons eu les accords de Minsk II. Nous avons vu comment l'Occident a cyniquement utilisé cela comme un moyen de gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. Donc non, la Russie va traiter directement avec l'Ukraine. Mais l'une des exigences de la Russie est de se débarrasser de tous les Occidentaux, de tous ces gens de l'OTAN. Cela touche à sa fin. Je voudrais vous interroger sur la situation, ou plutôt sur les incitations et les désincitations du côté des Russes à vraiment pousser pour un accord. Je pose cette question parce qu'il me semble qu'il existe 2 positions extrêmes à ce sujet. L'une est celle des médias traditionnels, qui affirment que la Russie est en train de perdre, que l'économie est au point mort. Aujourd'hui, par exemple, Bloomberg a publié un long article expliquant que l'inflation est élevée et que même si elle est maîtrisée, c'est au prix de taux d'intérêt beaucoup trop élevés, ce qui freine l'investissement. Et il y a beaucoup de pression due aux sanctions. Il est également question des banques qui accordent de nombreux prêts au complexe militaro-industriel et que certains de ces prêts deviennent en fait des créances douteuses. Ensuite, il est aussi question du déficit. Cela donne l'impression qu'il y a une pression énorme sur la Russie pour qu'elle parvienne réellement à un accord. Et puis, il y a, disons, l'autre camp, avec lequel politiquement je suis d'accord, mais qui affirme en quelque sorte qu'il n'y a aucune pression sur la Russie, que l'économie russe est dans la meilleure forme possible, qu'il n'y a aucune perte sur le champ de bataille, et ainsi de suite. Quelle est la réalité sur le terrain et quelle sorte de pression pourrait s'exercer sur le président Poutine pour qu'il mette réellement fin à cette guerre? Donc les critiques et commentaires venant de l'Occident, en particulier de médias économiques comme Bloomberg, sur l'état de l'économie russe, c'est comme si un obèse morbide, un gars vraiment gros, te disait que tu devrais faire plus d'exercice. D'accord? C'est comme si tu voulais dire à ce gars, « Regarde-toi dans le miroir, abruti, avant de donner des conseils aux autres. » En ce moment, le ratio dette-PIB de la Russie est de 14%. D'accord? Elle a une dette de 14%. Eh bien, combien c'est pour les États-Unis? C'est autour de 120%. D'accord? Les États-Unis sont sur le papier en faillite, n'est-ce pas? Pourtant, on parle des difficultés de l'économie russe. Et même ces articles, ils sont tellement manifestement malhonnêtes.
les Russes ont commencé à s'attaquer à l'inflation en novembre dernier. Et Nabiullina, la présidente de la Banque centrale, a relevé les taux jusqu'à 22%. Depuis lors, l'inflation a diminué. Elle est en train de descendre à environ 9,7%. Et les Russes ont toujours été terrifiés par l'hyperinflation, compte tenu de leur expérience dans les années 90. Donc depuis juin, il y a eu 2 baisses de taux. D'abord, il est descendu à environ 20%. Maintenant, il est à 18%. Et Nabiullina indique qu'elle va procéder à d'autres baisses. Donc ils ont l'inflation sous contrôle. L'économie russe, au lieu de croître à 4% ou 4,7%, croît à 1,4%. Elle n'est pas à l'arrêt comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou en France, mais entendez-vous quelqu'un dire qu'ils vont s'effondrer? Non. Donc il y a ces mensonges et désinformations traditionnelles venant de l'Occident. La Russie est dans une position forte et solide, économiquement, mais surtout militairement. But more importantly, militarily. It has a depth in its defense industry. Elle possède une profondeur dans son industrie de défense que l'Occident n'a pas. Et nous l'avons vu immédiatement. Vous savez, le grand plan de Trump. Oh oui, nous allons vendre des armes à l'Europe et ensuite ils pourront les donner à l'Ukraine. Des batteries de missiles patriotes. Oui, écoutez, nous allons en avoir pour vous dans, et je n'invente rien, 7 ans. Quoi? Vous savez, c'est une éternité à l'échelle de cette guerre. L'Ukraine n'existera plus. L'Ukraine pourrait ne plus exister dans un an, certainement pas sous sa forme actuelle. Il y a donc beaucoup d'auto-illusions et de propagande en Occident, et ils ne tiennent pas non plus compte du fait que la politique américaine, sa politique d'intimidation et de menace, se retourne contre elle. Maintenant, êtes-vous actuellement... Je sais que vous faites la navette entre Chicago, la Chine, l'Inde. Où êtes-vous en ce moment? Je suis à Pace. Eh bien, je suis savais rencontrer avec ma famille en Inde. Bien sûr. Ils sont vraiment contents des États-Unis maintenant, n'est-ce pas? Ils disent ces Américains, ils sont formidables. Non, c'est tout le contraire. Vous savez, quand les États-Unis ont essayé d'augmenter les droits de douane, d'abord 25%, puis encore 25% supplémentaires, cela a mis les Indiens en colère, et à juste titre. Non seulement Modi, mais l'ensemble du gouvernement a réagi immédiatement. Vous savez, ces F-35 qu'on devait acheter à l'Amérique, vous pouvez les vendre à quelqu'un d'autre. On n'achète plus. Il y avait une autre commande d'avions importante. Annulez-la aussi. Le ministre de la Défense devait rencontrer Hegseth. Désolé, je suis occupé, je ne viens pas. Et ensuite, que se passe-t-il? Je pense qu'en réalité, c'était un plan secret de Donald Trump pour gagner le prix Nobel de la paix. Parce qu'à la suite de cette action, l'Inde Modi va se rendre en Chine, s'asseoir avec Xi. Ils vont reprendre les vols entre la Chine et l'Inde. Tout à coup, la paix éclate entre l'Inde et la Chine. J'ai dit que le plan secret de Donald Trump pour obtenir le prix Nobel de la paix, il a rapproché l'Inde et la Chine. Donc la situation géopolitique évolue très rapidement. Et c'est l'une des choses qui se passe avec ce sommet aujourd'hui. Poutine gagne quel que soit le résultat. Parce que d'une part, il a tenu Pékin et Delhi informés de tout. Voilà ce dont Witkoff est venu nous parler. Voilà ce que nous lui avons dit. Voilà ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Donc, l'Inde et la Chine savent parfaitement ce qui va sortir de ce sommet, car Poutine les en a déjà informés. Et cela s'est renforcé. Maintenant, l'Inde et le Brésil sont plus engagés avec les BRICS qu'ils ne l'ont été au cours des 5 ou 6 dernières années. L'insulte tarifaire des États-Unis a été comme une gifle pour l'Inde, qui l'a réveillée. Et ils se disent, « Hé, ces Américains, on ne peut pas leur faire confiance. » Ils ignorent ce que nous avons fait pour les aider, nos tentatives de compromis. C'est comme si tout geste de bonne volonté de l'Inde était interprété par l'Amérique comme une faiblesse à exploiter.
Donc Poutine sort de cette réunion, au minimum. So Putin comes out of this meeting, at a minimum, he's on the world stage, he's an equal with Donald Trump. Il est sur la scène internationale. Il est l'égal de Donald Trump. Et ils vont aussi présenter une proposition où il dira « Eh bien oui, nous sommes prêts. Nous avons déjà montré que nous étions disposés à parler à l'Ukraine. Nous les avons rencontrés 3 fois et nous sommes prêts à les rencontrer à nouveau. Nous leur avons soumis un projet de document. Nous attendons leur réaction. Ils n'ont pas encore réagi. Ils l'ont rejeté, c'est la seule réaction. Et à partir de là, Trump sera en position de dire « Eh bien, nous avons fait ce que nous pouvions. Maintenant, va-t-il sanctionner la Russie? Que peut-il faire? Couper complètement tout contact, rendre illégal tout voyage d'un Américain en Russie. La Russie peut très bien s'en passer. » Leur vie ne va pas s'arrêter. Ils reçoivent beaucoup de visiteurs de Chine, d'Inde, du Brésil et d'Afrique. Donc ils n'ont pas besoin d'une bande d'Américains qui courent partout. Ce ne sont que des menaces creuses de la part de Trump, parce qu'il n'a pas les moyens de les mettre à exécution. C'est comme quand il disait qu'il allait écraser la Chine avec des droits de douane, 150%. Qu'a-t-il fait? L'échéance arrive et il dit « Oh, vous avez encore 90 jours. Encore 90 jours. » Il ne passera jamais à l'acte, parce que le faire reviendrait à se tirer une balle dans le pied économiquement. Il faut donc prendre ces menaces avec beaucoup de recul et reconnaître qu'à la fin de ce sommet, ce sera une victoire pour Poutine. La bourse est entrée dans une période de marasme à la suite de ces embargos contre la Chine et des émissions d'obligations. Donc en réalité, c'est la raison pour laquelle il a mis ses tarifs en pause, soi-disant. Mais je pense que vous avez souligné quelque chose de très important. Cette guerre en Ukraine a essentiellement replacé la Russie dans la position qu'occupait l'Union soviétique en matière de relations étrangères avec le Sud global. L'Union soviétique était autrefois un acteur très important dans les relations internationales avec le Sud global. Puis il y a eu ce moment où, après son effondrement, l'Occident a exercé une influence énorme à l'échelle mondiale. Il me semble que la Russie joue à nouveau ce rôle, car elle entretient d'excellentes relations avec l'Inde, d'excellentes relations avec la Chine, et ces relations sont en train de se normaliser. Je voudrais vous demander, et aussi commenter, que pour la première fois, il me semble que la politique est de retour au sein de la plateforme du Sud global. Par là, j'entends les BRICS. Pendant très longtemps, il s'agissait davantage d'une plateforme bureaucratique et technocratique. On y parle d'un fonds de réserve de contingence comme alternative au FMI et d'un fonds d'investissement comme alternative à la Banque asiatique de développement ou à la Banque mondiale. Mais il semblait manquer une politique cohérente en son sein. Cela s'expliquait en partie par la faiblesse de pays comme l'Inde et le Brésil, en ce qui concerne leurs factions politiques. Donc, Bolsonaro arrive et penche vers l'Occident. Mais nous voyons un certain retour de la politique. Depuis le déclin du mouvement des non-alignés dans les années 1980, ma prochaine question pour vous concerne les contraintes auxquelles Trump et son équipe sont confrontés en ce qui concerne la normalisation des relations avec la Russie. Il y a le complexe militaro-industriel qui veut être subventionné et il semble maintenant y avoir une équation commode. Les Européens veulent dépouiller leurs citoyens de l'argent des contribuables pour financer essentiellement les entreprises militaires américaines, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin. Et les responsables américains disent qu'ils ne sont pas très enclins à envoyer des armes si cela doit être financé par leurs propres contribuables. Mais si l'Europe veut les acheter et les envoyer là-bas, alors cela nous convient. Donc, c'est un ensemble de contraintes en ce qui concerne la normalisation des relations. Je m'inquiète aussi de tout l'appareil de renseignement,
car nous avons vu que pendant la première période du président Trump, en 2017 et 2018, il y a eu une expansion massive des opérations de renseignement en Ukraine et aux frontières de la Russie. Quelles sont les contraintes? Et ça s'ajoute à tout l'ensemble, vous savez, des médias traditionnels, du Congrès, Lindsey Graham et d'autres, qui ont aussi une influence énorme sur Trump. Quelles sont les contraintes auxquelles Trump et son équipe sont confrontés lorsqu'il s'agit de normaliser les relations avec la Russie? Eh bien, ils ne contrôlent pas totalement la bureaucratie, en particulier la bureaucratie du renseignement. Nous avons eu des révélations cette semaine avec des documents publiés datant de 2017 et 2018, montrant que la CIA et la National Security Agency recueillaient des informations sur des responsables de l'équipe Trump, même après l'élection. C'est illégal, mais ils le faisaient quand même. Donc on ne peut pas exclure que la CIA... Vous savez, je n'y croyais pas avant, mais j'ai fini d'opter la position inverse. La CIA a sa propre agenda. Et nous voyons cela en particulier en ce qui concerne le traité de paix qui a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la Maison-Blanche il y a une semaine, vendredi. Les États-Unis n'ont aucun intérêt là-bas. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt stratégique pour nous dans la mesure où nous ne dépendons d'aucune de leurs ressources naturelles. Tout cela vise à entourer la Russie d'États qui seront loyaux envers l'OTAN. Maintenant, la Russie n'a pas réagi avec beaucoup de rhétorique enflammée à ce sujet, parce que je pense qu'ils considèrent l'Arménie et l'Azerbaïdjan comme des pays insignifiants. Si vous êtes à Pékin en ce moment, quelle est la population de Pékin à peu près? Je sais pas, c'est une ville immense. 24 millions peut-être? Oui, assez facilement. Laissez la narcoïsserie. C'est une immense ville avec plusieurs quartiers. Oui, 22 millions. Bon, écoute, le vieux fait une supposition raisonnable. Alors voilà l'Arménie, un peu plus de 3 millions d'habitants, et l'Azerbaïdjan, 10 millions d'habitants. Ils représentent à peine la moitié d'une ville chinoise, et ils seraient censés devenir des acteurs majeurs sur la scène mondiale. Allons donc. Au sud, l'Iran compte 91 millions d'habitants. Donc, si ça devait dégénérer militairement, ces pays disparaîtraient. Et l'Iran a this ring, number through Neri sword. Oui, ils les ont mis en garde. Et je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait sans en parler aussi aux Russes. Et les Russes diront, oui, bien sûr, on te tient ton manteau pendant que tu vas leur casser la figure. Donc cette position géostratégique, ce changement dans l'opinion mondiale, ce qui est ressorti de l'opération militaire spéciale, c'est que la Russie est devenue plus confiante en se disant « Je n'ai plus besoin de l'Occident. Je ne dépends plus de l'Occident. Je peux me tenir debout toute seule. » Avant, la Russie achetait des avions de ligne commerciaux à Boeing ou à Airbus. Maintenant, elle fabrique les siens. Tous les composants sont fabriqués en Russie. Et peut-être que quelques-uns viennent de Chine, mais je ne pense pas. Je pense que tout est fabriqué en Russie, entièrement de fabrication russe. Et ils se retournent et disent, regardez ce qu'on peut faire. On peut le faire mieux et moins cher. Et en plus de cela, ils travaillent non seulement avec les membres fondateurs des BRICS, mais aussi avec les nouveaux membres qui rejoignent les BRICS et d'autres pays du Sud global. Vous savez, j'en ai été témoin moi-même. J'étais à Saint-Pétersbourg il y a un an, en juin, Forum économique international. Un événement formidable. Et il y avait des gens de, je dirais, plus de 100 pays présents. L'accueil, la réception internationale, la façon dont les gens interagissaient, et les Russes, la marque de fabrique des Russes, c'est de traiter les personnes de ces autres pays avec dignité et respect.
look at how the United States, Regardez comment les États-Unis traitent l'Inde et la Chine. China, Nous sommes insultants. Nous manquons de we're respect. disrespectful. Et ensuite, And then on we se wonder demande why don't people pourquoi like les gens ne nous aiment pas. you know, Vous savez, si je passais mes journées à vous traiter de tous les noms, et même à chercher dans des dictionnaires étrangers pour en trouver d'autres, je ne devrais pas être surpris si vous me disiez then « Tu sais, I should- je n'ai vraiment plus envie d'avoir affaire à toi. I really Je don't ne veux want plus être en to ta be présence. around you anymore. » C'est ce qui arrive. That's what's coming. Trump a That's fait what's plus pour aliéner des pays coming. qui normalement seraient considérés comme des amis des États-Unis, ou du moins disposés à coopérer avec nous. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. willing to cooperate with us, and it's turning out just the opposite. I want to end this with, Je voudrais conclure avec cela. Oui, probablement conclure, selon la longueur de votre réponse, mais peut-être que je pourrais poser encore une question. Je voudrais vous poser une question que certains de nos spectateurs, une minorité, ont soulevée sur notre plateforme, à savoir, que signifie la sécurité pour l'Ukraine? Je veux dire, il y a une sorte de discours dominant dans les médias occidentaux qui dit essentiellement que la Russie est entièrement mauvaise et que l'Occident doit poursuivre cette guerre. Donc, quand on parle de sécurité pour l'Ukraine, il y a ce côté du récit occidental. Mais il y a aussi une question très légitime. Étant donné que la Russie a envahi l'Ukraine, qu'elle a pris des territoires, que signifie réellement parler de sécurité pour l'Ukraine? Je veux dire, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la neutralité à l'ancienne, qui assurait en fait la sécurité de l'Ukraine. Mais à l'heure actuelle, alors que l'Ukraine a perdu des territoires et va en perdre d'autres, cela ressortira du résultat. Lorsque cette conclusion sera atteinte, ce serait une perte dévastatrice pour l'Ukraine dans ces circonstances. Et il y a ces zones grises, je veux dire en dehors des 4 oblasts, ou 5 oblasts, en incluant la Crimée. Il y a, vous savez, Soumy, Kharkiv, etc. Est-ce que la Russie veut s'étendre dans les zones non russophones? Que signifie réellement la sécurité pour l'Ukraine à l'avenir? Yeah, so a lot of it boils down to Oui, donc beaucoup de choses se résument à l'histoire que l'on choisit de croire ou d'accepter. Jusqu'où veut-on remonter? La réalité, c'est que Kiev et toutes les régions à l'est de cette ville font partie de la Russie depuis plus de 1000 ans. En fait, c'est à Kiev que la Russie moderne a été fondée, au IXe ou au Xe siècle. L'émergence de l'Ukraine en tant qu'État-nation ne s'est produite qu'au cours des 100 dernières années. En d'autres termes, c'était une création aussi artificielle que la Pologne, l'Allemagne ou la Hongrie. Vous savez, parce que l'Allemagne n'est réellement devenue le pays que nous connaissons au XXe siècle qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cela, on l'appelait la Prusse. Donc il faut accepter que les liens entre la Russie et au moins la partie orientale de l'Ukraine remontent à un millénaire. Donc il ne s'agit pas d'une invention moderne ou d'une création récente. Il est également important de se rappeler que même lorsque l'Union soviétique fonctionnait, son premier et plus long dirigeant, Joseph Staline, n'était pas russe, il venait de Géorgie. Il a été suivi par un homme nommé Nikita Khrouchtchev. Ah, d'où venait Khrouchtchev? D'Ukraine, Kiev. Je crois qu'il a été suivi par Brejnev. Brejnev, ukrainien. Donc cette idée de domination russe sur l'Ukraine, en fait, la Russie et l'Ukraine ont toujours été étroitement liées. Maintenant, l'influence occidentale, qui se reflète, si l'on veut, par la présence des catholiques en Ukraine occidentale, a toujours fait partie de cette division avec l'Église orthodoxe orientale. La séparation entre le catholicisme et l'orthodoxie a été une véritable fracture, et elle s'est prolongée sur le plan politique. En ce moment, je ne pense pas que la Russie ait la moindre intention d'essayer de prendre ou de capturer l'ouest de l'Ukraine. Ce qu'ils ont recherché, c'est une coexistence pacifique avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine a vraiment refusé de le faire. L'Ukraine a été achetée et vendue par l'Occident. Permettez-moi de vous donner une statistique intéressante.
L'Ukraine est selon moi un membre de facto de l'OTAN depuis 1987. C'est en 1987 que la base militaire ukrainienne de Yavoriv, près de la frontière polonaise, a accueilli les premiers exercices militaires de l'OTAN. Depuis 1987, il y a aujourd'hui plus de 30 membres de l'OTAN. Si vous demandez, veuillez identifier les pays qui ont accueilli le plus d'exercices militaires de l'OTAN. L'Ukraine est sixième sur cette liste. Il y a donc au moins 24 autres pays de l'OTAN qui n'ont pas accueilli autant d'exercices militaires que l'Ukraine. Et pourtant, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Elle a été un membre de facto, elle n'avait simplement pas à contribuer financièrement et elle ne bénéficiait pas de la protection de l'article 5. Mais depuis le début, l'intention de l'Occident était d'utiliser l'Ukraine comme un levier, un outil, un tremplin pour attaquer la Russie. Et c'est ce que la Russie cherchait à empêcher, ce qui a mené à cette opération militaire spéciale. Et je l'appelle ainsi parce que ce n'est pas une guerre. Une guerre impliquerait la mobilisation totale de la société. La Russie ne l'a pas fait. Ils n'ont procédé qu'à une mobilisation très partielle, mais il ne s'agit pas d'une guerre totale. Cela signifie-t-il revenir à une sorte de gouvernement d'avant 2014 à Kiev, avec bien sûr une sphère d'influence réduite, puisque la bande la plus à l'est a disparu, ou cela va-t-il au-delà? Parce que ce que vous dites, c'est que même de 1987 à 2014, l'Ukraine était déjà très profondément intégrée à l'OTAN. Et à partir de 2014, il y a eu un changement complet parce qu'une guerre civile a été lancée de manière très directe et tout a changé. Donc en fait, est-il juste de dire que lorsque vous affirmez que la Russie n'a pas l'intention de s'étendre en Ukraine occidentale, ce qu'elle souhaite, c'est un retrait de l'OTAN de la région avec une sorte de gouvernement neutre sur place qui ne soit pas hostile aux Russes présents en Ukraine dans la mesure où il y en aura. Et plus important encore, à Moscou, est-ce bien ce que vous voulez dire? Oui, je pense que si vous vous souvenez, en décembre 2021, Vladimir Poutine a présenté à Joe Biden un projet de traité sur des arrangements de sécurité. Et une grande partie de ce document visait à faire sortir l'OTAN du voisinage de la Russie, à la faire reculer. Vous savez, la Russie n'a pas vraiment fait tout un plat ou tracé une ligne rouge concernant l'intégration des pays baltes dans l'OTAN, en disant que ce serait la guerre. Non, parce qu'ils considèrent que ces États baltes, ce sont des poids-plumes. Ils sont insignifiants. Ils ne représentent même pas un obstacle. Mais l'Ukraine, c'est quelque chose de bien plus important. Et donc je pense que ça se terminera militairement, et comme pour toute défaite militaire, la Russie imposera ses conditions à l'Ukraine. Et de la même manière que les États-Unis ont supervisé les élections en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie supervisera les élections en Ukraine. Les nazis ne seront pas autorisés à se présenter. Les nazis ne seront pas autorisés à avoir un parti politique. Les extrémistes seront emprisonnés, exilés ou tués. Ce sera l'une de ces trois options. Et l'Occident aura beau hurler et s'indigner, nous avons fait la même chose tout au long de l'histoire. Ainsi, ils auront un gouvernement où, au moins sous ce gouvernement, les gens seront libres de s'associer. Il n'y aura pas de persécution de l'Église. Il n'y aura pas de persécution d'une minorité en raison de la langue ou de l'origine ethnique. Et une fois que ce système sera en place, la Russie s'en retirera. Ils ne sont pas tout à fait les fauteurs d'ingérence que nous, aux États-Unis, avons été. Le nombre de pays où nous avons mené des révolutions de couleur et renversé des gouvernements est très très long. Donc, vous savez, je vois une voie à suivre. La Russie ne soucie pas de plaire à l'Occident, en particulier à l'Europe. Qu'a encore l'Europe aujourd'hui?
Pourquoi sont-ils même pertinents? Ils ne contrôlent plus la finance mondiale. Ils ne contrôlent plus aucune ressource naturelle significative. Leurs économies sont en déclin, elles ne sont pas en expansion. L'action se passe en Inde et en Chine. Vous savez, nous en sommes à un point où l'Inde a bien plus de raisons de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU que la France et l'Angleterre. Encore une fois, ils sont complètement hors de propos. Ils sont juste là parce qu'ils étaient des suiveurs pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont choisi le bon camp. Oui, il y a aussi, selon moi, une division importante au sein de l'Europe concernant la question russe. Il s'agit d'abord d'une sorte de fracture de classe. Les dirigeants et les élites au pouvoir, bien sûr représentés par la bureaucratie bruxelloise, dans une certaine mesure les banquiers allemands, et ainsi de suite, sont extrêmement hostiles à la Russie. Même les banquiers ne sont peut-être pas aussi hostiles, car ils ont beaucoup d'intérêts financiers. Ils avaient autrefois de nombreux intérêts financiers en Russie, mais la bureaucratie bruxelloise l'est assurément. Il existe également une division régionale. Les pays nordiques et d'Europe de l'Est, y compris le Royaume-Uni et dans une certaine mesure l'Allemagne, sont extrêmement russophobes. Les États méditerranéens, pour ainsi dire, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, ne sont probablement pas aussi préoccupés par toute cette affaire de russophobie, mais bien sûr, ils suivent ce que décide la bureaucratie bruxelloise. Très rapidement, si je peux poser une dernière question, bien sûr. C'est une question, je pense, sur l'opinion publique américaine à propos de la Russie. Car d'un côté, lorsque je parle avec des Américains dans les universités, mais aussi dans la rue, sur des questions comme la Palestine, il y a eu un changement spectaculaire de l'opinion publique aux États-Unis. Je veux dire, beaucoup de gens pensent maintenant qu'Israël est tout simplement malfaisant. Mais lorsque vous parlez à la plupart des Américains de la Russie, il semble y avoir un sentiment anti-russe très répandu et profond aux États-Unis. Même les rares personnes qui pourraient être plus favorables à la Russie ont tendance à l'envisager selon une sorte de point de vue Kissinger inversé, c'est-à-dire une vision réaliste à la John Mearsheimer, du type « Notre plus grande menace, c'est la Chine, donc nous devrions nous lier d'amitié avec la Russie, plutôt que de voir cela comme un phénomène très déstabilisant pour le monde entier. » Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Bien sûr, toute l'histoire de la guerre froide est un facteur. Mais selon vous, qui avez suivi cela de très près en tant qu'Américain, qu'est-ce qui explique cette hostilité américaine inébranlable envers la Russie? C'est une fabrication issue d'une campagne de propagande qui a commencé en 2003. J'ai donc commencé à remonter jusqu'en 1999. Et ce qui est formidable avec beaucoup de ces moteurs de recherche IA, et j'en ai utilisé plusieurs, DeepSeek, ChatGPT, Perplexity, Grok, j'ai utilisé les 4, c'est que je posais la question, décrivez la couverture médiatique de la Russie et de Vladimir Poutine en 1999. Décrivez-la en 2000. Décrivez-la en 2001. Décrivez-la en 2002. Le changement est arrivé en 2003. Avant cela, ils aimaient généralement Poutine. Oui, un type sympa, jeune, l'avenir, vous voyez. En 2003, soudainement, il est devenu mauvais. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie, Poutine, a opposé son veto à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Il n'était pas prêt à être un mondialiste. C'est ça qui les a énervés. Et ensuite, c'était « D'accord, mec, on est en guerre. Tu ne veux pas adhérer à notre vision de contrôler les peuples du monde. Tu as l'audace d'insister sur le fait qu'on ne peut pas envahir qui on veut. » C'est là que tout a commencé. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est très intéressant. À partir de 2004, les ingérences dans l'élection ont commencé.
Yeah, I mean, Oui, oui. that's what kicked it off. And that kicked Je veux off dire, c'est ce qui a tout that déclenché. vein of revenge, if you will. Et cela a lancé une campagne de vengeance, si l'on veut, contre Poutine et la Russie en général, Manufacture this image of pour vraiment fabriquer cette image de Poutine comme un tyran maléfique qui fait assassiner tous ses ennemis. Vous savez, apparemment, l'assassinat de Litvinenko au Royaume-Uni. Et puis, vous savez, tout cela a été des opérations de renseignement, des opérations de propagande, destinées à présenter Poutine et les Russes comme terriblement maléfiques. Et cela a réussi. Maintenant, c'est l'une des vraies ironies de ce sommet en Alaska. Lorsqu'ils organiseront la deuxième réunion en Russie, tous ces journalistes américains qui ne sont jamais allés en Russie vont soudainement s'y rendre. Êtes-vous déjà allé en Russie? Have you been to Russia? Non. Yeah. Knock your socks off. It is Oui, modern, vas-y, clean, fais-toi plaisir. C'est moderne, propre, sûr, il y a vraiment une super ambiance. C'est quelque chose. something. Et donc, une fois qu'on est confronté à cette réalité, tout à coup ces journalistes américains vont se dire « Eh bien, c'est pas ce qu'on nous avait dit ». Tu sais, ils s'attendent à être attaqués par la police, avoir une forte présence policière, et tu sais, la Gestapo qui rôde partout. Rien de tout ça. Absolument rien. Et puis il y a la splendeur de la Russie, notamment avec ses métros qui ressemblent à des musées. Incroyable. Donc tu vois, je pense que ça commencera à changer les mentalités. Mais d'ici là, je pense qu'on est entouré de gens qui ont été complètement conditionnés et qui n'ont pas assez de curiosité pour poser les questions difficiles. Don't have enough curiosity to ask tough questions. Nous allons nous arrêter là, Larry. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut une conversation agréable, comme toujours. Hey, listen, Écoute, j'apprécie toujours l'invitation. Belle moustache, mec. Merci. Merci encore. D'accord. Okay. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.